Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez en ce dimanche 8 décembre 2024 pour cette occasion du jury du dimanche qui reçoit Monsieur Serigne Mbacké Ndiaye, ancien ministre et ancien porte-parole de Maître Abdoulaye Wade quand il était chef de l'État, mais également président de parti, qui est la Convergence libérale et patriotique. Merci beaucoup, M. Ndiaye, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Hassan, de l'invitation et de l'opportunité que vous me donnez de m'adresser aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs, dans un contexte tout à fait particulier. Et j'en profite d'ailleurs pour, une fois n'est pas coutume, pour souhaiter plein succès à ma sœur, mon ami et ma nièce Koumba Gawlo Seck, qui fête ses 40 ans de musique. D'accord, très bien. Voilà, on s'associe à ces vœux. Voilà, très bien. On rappelle que vous avez un parti. Absolument. Comment il va et comment il marche? Bon, plus ou moins bien, dans un contexte, devrais-je dire, assez difficile, mais j'avoue au moins que c'est le seul parti au Sénégal qui organise régulièrement un congrès au moins. Parce que 2 ans après la création du parti, nous avons organisé un congrès au CICES. Il y a 2 ans également, nous avons organisé notre 2e congrès, cette fois-ci au Théâtre National Daniel Sorano. Pour cette élection-là, nous n'avons pas participé en tant que parti, mais nous avons été en coalition, en alliance avec ABS, Ande Bessal Sénégal. C'est vrai, ça ne s'est pas passé comme nous l'aurions souhaité pour beaucoup de raisons. Il y a notre responsabilité, nous, en tant qu'alliance, fondamentalement. Mais bref, ça, c'est un linge sale qui se lavera en famille. Mais pour l'essentiel, c'est vrai, nous ne sommes pas sortis bredouilles de cette élection-là, parce qu'au moins, pour une première participation, nous avons un député, le tête de liste a été élu, mais nous aurions pu avoir beaucoup plus d'élus que ce qu'on a obtenu. Mais l'essentiel a été fait, nous avons participé à ces élections-là. Dans votre parti, il y a un mot qui est intéressant, libéral. Pourquoi vous n'êtes pas allé durant ces élections-là avec vos amis ou vos parents libéraux? Ah oui, ça c'est un vieux débat parce que nous avons perdu avec le président Abdoulaye Wade, il y a le calme Goudoufon Agouer, comme je le dis assez souvent. Nous avons perdu le pouvoir un dimanche, au mois de mars 2012. Le mardi déjà, dans ses appartements, il m'a demandé comment tu vois l'avenir du parti. Nous étions tous au PDS en ce moment-là. Je lui disais que, monsieur le président, moi je pense que nous du PDS, les Rewmi de Idriss Seck, nous devons aller soutenir Macky Sall qui vient de prendre le pouvoir parce qu'il est de notre famille libérale. Ah bon? Oui. Il me dit, est-ce que vous êtes prêt à le défendre devant le comité directeur? Je dis oui. Effectivement, il a convoqué le comité directeur du parti à Fann et j'ai défendu cette idée-là. Quelques semaines ou quelques mois après, nous nous sommes retrouvés à Versailles, nous avons discuté de cette question et il a élaboré un document. Et depuis lors, moi je me suis battu pour les retrouvailles de cette grande famille libérale. Je n'ai jamais été compris. J'ai été taxé de tous les noms d'oiseaux. Et malheureusement ou heureusement, c'est selon le bord où nous nous trouvons, ceux qui me critiquaient ont été les premiers à aller rejoindre Macky Sall et entrer dans son gouvernement. Et je disais que si nous voulons survivre, nous avons intérêt à resserrer les rangs et à garder cette famille libérale-là. Dans cette famille libérale, vous avez l'APR, vous avez le Rewmi, vous avez le PDS, vous avez d'autres formations politiques. Chacun a voulu aller de son côté. Et avant l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle, alors certains se sont empressés de dire oui, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on se retrouve. Ils m'ont appelé, je suis venu à la réunion dans un hôtel de la place. J'ai pris la parole pour dire écoutez, moi je suis d'accord avec ce que vous dites parce que je l'ai tout dit depuis 2012. Vous ne m'avez jamais écouté. Mais j'avais compris qu'ils cherchaient un moyen de pression sur Amadou Ba qui devait être notre candidat. Nous avons été à cette élection. Malheureusement, notre candidat a été battu. Ils ont repris la même formule pour resserrer encore les rangs, aller aux élections législatives. J'ai dit, écoutez, ce que vous faites là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que pour moi, un général qui perd une guerre doit rentrer dans les rangs. Vous avez été des ministres, vous avez été. Aujourd'hui, il s'agit pour moi de prendre des jeunes et des femmes
de renouveler la classe politique et de les mettre au devant de la scène. Ils n'ont pas accepté, je suis sorti de ça et puis voilà, j'ai fait mon chemin. Justement, je parlais du mot libéral, le libéralisme. Vous êtes l'un des derniers, en tout cas, à croire à ça. Parce que libéralisme comme socialisme, c'est un état de mort cérébrale ici au Sénégal. Disons... C'est un peu fort, mais c'est la vérité. Je ne suis pas d'accord. Vous savez, une idée ne meurt jamais. C'est vrai. On voit aujourd'hui, en Europe, en France par exemple, aux États-Unis, où des gens appartenant à une formation politique de telle obédience, qu'ils soient marxistes, léninistes, libéral ou socialistes, quitter cette formation pour aller rejoindre une autre formation. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Nous l'avons tous vu, même aux dernières élections aux États-Unis et en France. Ça, c'est des personnes. Mais quand vous voyez un marxiste-léniniste, un socialiste, un libéral, agir même dans sa vie quotidienne, même dans sa vie privée, vous sentez que celui-là, il est socialiste, il est marxiste-léniniste, il est libéral ou il est autre chose. Ça apparaît dans sa démarche de tous les jours. Aujourd'hui, le pouvoir qui est en place, il ne se dit pas socialiste, il ne se dit pas communiste, il ne se dit pas marxiste-léniniste. Mais dans la pratique de tous les jours, on sent qu'ils ont un laboratoire animé et entretenu par des classiques du marxisme-léninisme, les vieux communistes. Je n'ai pas besoin de les citer. On le sent dans la démarche de tous les jours. Donc l'idée ne meurt jamais. Quand vous voyez un musulman, fondamentalement musulman, dans sa pratique de tous les jours, on sent qu'il est musulman. D'accord. Je vous coupe. Donc l'idée ne meurt pas. Ouais, je vous coupe pas. Donc vous voulez nous dire que les patriotes qui sont actuellement en place, au pouvoir, ce sont des socialistes? J'ai dit, ils ont un laboratoire. Dans le laboratoire, vous retrouvez de vieux marxistes-léninistes qui, depuis les années 50, 60, 70, ont animé le débat politique au Sénégal. Et dans la pratique de tous les jours, on le sent. Il y a des nous sommes avertis, nous sommes des hommes politiques. Moi, je suis dans l'arène politique pour au moins 40 ans. Donc, je sais bien de quoi je parle. Dans la pratique de tout. Mais malheureusement, la difficulté que nous avons dans ce pays, c'est que nous avons beaucoup de dirigeants qui ne savent même pas ce que c'est que la politique. Ils sont tombés comme ça dans la politique, comme un cheveu dans une soupe. Qui ne savent pas réellement comment ça se fait. Qui ne peut pas analyser un discours politique, ni un comportement politique. Et la raison de tout ça, c'est qu'il y a des générations qui ont été sautées. Et dans les partis politiques, il n'y a plus de formation politique. Il n'y a plus de l'école du parti. Il n'y a rien. Vous venez à la politique parce que vous avez de l'argent. Vous venez de la politique parce que vous dites que vous avez été à l'école, vous avez été à l'université, vous avez des diplômes, vous êtes directeur de journal de ceci ou de cela. Vous devez faire de la politique. Or, la politique, c'est une question de conviction et de formation. D'accord, très bien. Ceux qui sont en place, ce ne sont pas des socialistes, ce sont encore moins des libéraux, mais on peut les qualifier de souverainistes. Souverainisme. C'est quoi en réalité le souverainisme? Tout le monde aspire à la souveraineté. L'indépendance, c'est la souveraineté. L'indépendance économique, c'est la souveraineté. Mais il faut des actes concrets avec des résultats précis pour pouvoir parler de souverainisme. Ce n'est pas parce que nous avons réalisé, par exemple, l'indépendance alimentaire qu'on est souverain. Prenons l'exemple du Cameroun. Sur le plan de l'alimentation, le Cameroun cultive tout ce qu'il mange et mange ce qu'il cultive. Mais est-ce qu'il est souverain? Est-ce qu'il est développé? Est-ce qu'il est émergent? Non. Prenez un pays comme le Japon, qui importe tout pour vivre. Vous voyez? Donc, c'est des notions. Malheureusement, dans nos pays, à chaque fois qu'un pouvoir arrive, qu'un régime arrive au pouvoir, c'est avec des concepts, des slogans qui, en vérité, ne signifient pas grand-chose. Très bien. Moi, ce que je comprends dans leur souverainisme, c'est à partir de maintenant, il n'y aura plus de gaspillage de l'argent public, de bamboula, comme le faisaient les socialistes et les libéraux. Et vous constaterez également que, quand les libéraux sont arrivés au pouvoir, ils ont accusé les socialistes d'avoir gaspillé l'argent du pays. N'est-ce pas? Et les libéraux également sont accusés aujourd'hui par ceux qui sont au pouvoir, ils ont accusé les libéraux d'avoir gaspillé l'argent du pays.
quand le Macky Sall est arrivé avec son pouvoir, ça a été la même. Donc c'est comme on est dans un cycle infernal, une roue qui tourne, chacun accusant l'autre d'avoir fait ce qu'il ne devait pas faire. Ce n'est pas ce que les populations attendent de nous. J'ai l'habitude de dire, je le répète, c'est ma conviction. Nous avons une population, nous avons un peuple qui est de loin en avance par rapport à la classe politique. Vous avez parlé tout à l'heure des électeurs sénégalais qui, lors de cette dernière élection, sont allés avec la paix en bandoulière, voter et rentrer chez eux. Est-ce qu'un autre Sénégalais a le droit de critiquer le sens dans lequel est allé leur vote? Je fais allusion à M. Moustapha Diakhaté, dont on souhaite qu'il soit élargi le plus tôt possible, mais sa sortie était ratée et sa capacité d'analyse était un peu émoussée, ou non? Qu'est-ce que vous dites de ce qu'il a dit des électeurs? Je ne commente pas ses propos. Je donne mon point de vue par rapport à toutes ces questions. J'estime qu'un homme sérieux, un homme responsable, ne peut pas critiquer le choix d'un peuple. Un peuple ne peut pas se tromper par rapport à un individu. Je me rappelle une discussion que j'avais eue avec le président Idriss Seck, que je salue au passage. Lui, il était contre le fait qu'on nous dise tel a été condamné, donc il ne peut pas être candidat. Il dit qu'il faut enlever cette disposition de notre truc architectural. Je lui dis, mais attends, Idrissa, et si celui qui est candidat est un drogué, et s'il est un voleur, s'il est un criminel? Il me dit, mais le peuple sait qu'il est voleur, le peuple sait qu'il est drogué, le peuple sait qu'il est criminel. Et si malgré tout le peuple décide d'en faire un président, qu'est-ce que tu peux faire? Donc le choix du peuple, on le respecte. Si vraiment on est responsable. Moi, je ne me permettrai jamais de critiquer. Vous voyez que moi... Est-ce que ça méritait la prison? Vous savez, moi je ne commente pas. Très honnêtement, pour des raisons personnelles, il y a certaines personnalités, pour rester dans le cadre du respect, je ne commente pas leurs propos. Très honnêtement, chacun apprécie. C'est ça. Bon, il a été un peu député aussi. C'est ça. Avant de venir à l'autre, en fait, aux actualités, vous avez un parti donc toujours qui s'appelle la Convergence libérale et patriotique. Oui. Alors qu'il y a des patriotes au pouvoir. Oui. On vous a plagié ou c'est vous qui avez pastiché les autres? Alors, en tant que personne, en tant que Sénégalais, en tant que militant politique, s'il y a plagié, on m'a plagié. Je rappelle que je suis entré en politique en 1975 aux côtés de Maître Wade, le président Abdoulaye Wade aujourd'hui. En 1978, j'ai été le responsable régional des jeunes de Thiès, de l'UJT. À l'époque, on ne disait pas UJTL. Les jeunes du PDS, Union des jeunes travaillistes. Mais mes anciens frères et sœurs de Thiès en sont témoins. Tous les week-ends, nous animions des conférences à travers la ville, à travers les régions. Et je faisais partie des animateurs de ces conférences-là. Et à chaque fois que j'ai commencé un texte, je disais frères et sœurs du parti, camarades sympathisants, mes chers compatriotes. Depuis 1978. Compatriotes. Toujours. Et quand nous avons créé notre parti en 2017, moi je ne savais pas qu'il y avait un parti qui s'appelait PASTEF. Et nous avons appelé notre parti Convergence libérale et patriotique. Ça veut dire que dans notre parti, il y a des libéraux, mais il y a également des patriotes qui ne sont pas des libéraux. C'est tardivement d'ailleurs que je suis que PASTEF, on les appelle les patriotes. Et d'ailleurs, même l'appellation est très mauvaise en termes de communication. Quand on dit les patriotes, c'est comme si on vous dit que ce sont eux seuls qui sont des patriotes dans ce pays-là. On aurait pu dire des patriotes, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Vous êtes un patriote, je le pense. Mais attends, là, il faut que je vous coupe, parce que votre parti également. Oui. Patriotique. Oui. Patriotique. Des patriotes ça veut dire qui que ne sont pas des libéraux. Vous des aussi, patriotes qui ne sont pas des libéraux peuvent être dans notre parti. Vous aussi, vous voulez vous arroger le monopole du patriotisme? Pas du tout, pas du tout. Les et des, c'est pas la même chose. Ah. Donc, pour nous résumer... Quand on dit les patriotes et des patriotes, c'est pas la même chose. Voilà. Les gens de PASTEF vous ont plagié?
Non, ils ne nous ont pas plagié parce qu'en créant leur parti, peut-être ils ne savaient même pas qu'il y avait un parti qui s'appelait la CLP. Ils ne savaient même pas que dans mes discours depuis 1978, je disais frères et sœurs du parti, parce que nous, au PDS, on s'appelle frères et sœurs, on n'appelait pas camarades. Je disais frères et sœurs du parti, camarades sympathisants, parce que dans l'assistance, il y avait toujours des gens qui n'étaient pas du PDS. Et je dis, mes chers compatriotes, pour parler des autres Sénégalais qui ne sont ni du PDS, ni des alliés, mais qui sont des Sénégalais, je m'attends à cela. Donc, en créant le parti, eux, ils ne savaient pas. C'est des détails. Bon, ce n'est pas des détails, c'est important, mais eux, ils ne savaient pas. Je rappelle que nous recevons avec beaucoup de plaisir, monsieur. Et vous savez, vous me permettez d'ailleurs de rendre hommage à des partis comme le PIT, comme la LDMPT, comme Andi Diouf, des partis qui n'ont jamais eu à exercer le pouvoir, des partis qui n'ont jamais été de très grands partis en termes de masse, mais qui ont combattu bien avant l'indépendance du Sénégal à travers le PAI, qui ont combattu, qui ont conscientisé les intellectuels sénégalais pour amener nos pays à l'indépendance, pour poser les jalons d'un État véritable dans ce pays-là. D'accord. Ils ont toujours été j'allais dire en termes de nombre de petits partis, mais dans la réflexion, dans la stratégie, dans l'action politique, c'est des partis qui ont toujours été à l'avant-garde. Voilà, donc nous nous inspirons de ces partis-là. C'est très bien. Nous recevons M. Serigne Mbacké Ndiaye à l'occasion de ce numéro de JDD. Nous allons parler de Barthélémy Diaz pour personnaliser un peu. Oui. Il a été renvoyé de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez dire que la loi est dure, c'est la loi, ou bien est-ce qu'il a été victime d'injustice? Alors, c'est une honte pour toute la classe politique sénégalaise. Parce que cette affaire de Barthélémy Diaz a traversé 3 régimes. Ouais. Ça a commencé avec le PDS au pouvoir, c'est venu avec Macky Sall au pouvoir, et ça s'est terminé avec Ousmane Sonko au pouvoir. Et vous aurez constaté que ces 3 régimes ont eu des positions changeantes dans cette affaire. Tantôt Barthélémy a eu raison, tantôt Barthélémy a tort, suivant que Barthélémy est en bon terme avec tel ou tel autre dirigeant. Nous n'avons pas été constants dans cette affaire, comme dans d'autres affaires. C'est pourquoi, tout à l'heure, je disais que nous avons intérêt, nous, hommes politiques, à repenser notre manière de faire et d'agir, à repenser notre manière, notre comportement vis-à-vis du peuple sénégalais. Vous avez vu quand cette affaire a éclaté. Moi, je me rappelle, quand il a eu ces incidents, j'ai couru dans le bureau du président Wade. Monsieur le Président, vous voyez ce qui s'est passé à Mermoz. Il me dit, je suis au courant. Voilà comment les choses sont passées. Je ne reviens pas là-dessus. Ensuite, à l'époque, le président Macky Sall a défendu becs et ongles Barthélémy Diaz. Et il est revenu, il a changé de position durant son mandat. Ousmane Sonko a défendu becs et ongles. Barthélémy Diaz, il a changé de position. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il a été victime d'injustice. Parce que c'est la justice qui a été appliquée dans toute sa rigueur. Il faut le reconnaître. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, on parle de droit, on parle de morale. Ils sont parallèles. Mais c'est totalement différent. C'est ça. En fait, la question qui se pose, c'est pourquoi on l'a laissé se présenter aux élections, alors qu'il était déjà définitivement condamné. Oui, ça je ne saurais le dire. Vous savez, l'application d'un texte, quel qu'il soit, dépend de la posture de celui qui l'applique. Je vous donne un exemple. Tout récemment, il a beaucoup été question de la présence de Ousmane Sonko sur les listes électorales. Ousmane a voté à Ziguinchor alors qu'il n'était pas sur les listes électorales. C'est parce qu'à un moment donné, il y a un grand commis de l'État qui a souvent été suspecté d'être de mèche avec le pouvoir, ce qui n'a jamais été le cas, et je sais bien de quoi je parle. Un grand commis de l'État qui s'est dit seul dans son bureau. Il dit, si Ousmane Sonko va à Ziguinchor et qu'il ne vote pas, ce pays va brûler. Il y a une procédure qui devait être respectée qui ne l'a pas été. Quand il y a eu cette loi d'amnistie, parallélisme des formes, le ministre de la Justice devait écrire, devait saisir la DAF
comme il avait fait, pour lui dire tel avait été radié des listes électorales, il a été rétabli. Parce que c'est la DAF qui rétablit. C'est la DAF qui l'avait radié. Ce n'est pas la Direction générale des élections. Donc, le ministre de la Justice devait saisir la DAF. La DAF devait remettre Ousmane Sonko sur les listes électorales pour lui permettre de voter le jour des Ça n'a pas été fait. Mais ce grand commis de l'État dont je parle... Il n'a pas de nom, le grand commis de l'État. Son nom sera révélé un jour. J'en ai parlé au ministre de l'Intérieur, il sait bien de quoi je parle. Ce grand commis de l'État s'est dit, il faut sauver aujourd'hui la République. Si Ousmane Sonko ne vote pas, ce pays va brûler. Il a pris sur lui la responsabilité de retirer les listes électorales du bureau de vote dans lequel Ousmane Sonko devait voter, de mettre en lieu et place un autre listing sur lequel il y avait le nom de Ousmane Sonko pour lui permettre de voter, alors qu'il n'était pas dans le fichier central, à l'insu du président Macky Sall. Donc, c'est pour dire que, devant certaines situations, il appartient à tout un chacun de prendre ses responsabilités et de les assumer. Barthélemy a été rattrapé justement par cette décision de justice. C'est la justice, c'est la loi. D'un point de vue purement juridique, personne ne peut le contester. Maintenant, d'un point de vue de la gestion de la République, d'un point de vue de l'élégance, d'un point de vue de ce souci de rassembler tous les Sénégalais autour de l'essentiel, je pense qu'il était possible d'avoir un autre comportement. Étant entendu qu'on leur a permis de voter, on a permis à plus de 200 000 Sénégalais de porter leur choix sur Barthélémy Dias. C'est sur ce sujet-là qu'il est possible d'avoir une discussion et de trouver des plages de convergence. Ce sujet-là, vous ne devez pas être à l'aise en parlant. Parce que c'est vous, votre régime de l'époque, 2011, qui êtes la cause fondamentale des ennuis aujourd'hui de Barthélémy Dias. Pas du tout. Nous ne sommes pas la cause. Nous ne sommes pas la cause. Parce que si on retrace les faits, un groupe de, c'est vrai, mandatés ou envoyés par le PDS ou par la présidence de la République, avait pour mission de se rendre chez 3 personnalités, ou 4. Il y avait, si mes souvenirs sont bons, Abdoulaye Bathily. Il y avait d'autres, en tout cas 2 ou 3 autres, et parmi lesquels il y avait Barthélemy. Ce groupe s'est rendu chez ces personnalités-là. À chaque fois que le groupe est arrivé, quelqu'un est descendu pour aller dire, monsieur tel, demain le PDS organise des manifestations. Nous n'avons pas envie d'être perturbés. Nous ne voulons pas de violence. Mais si vous voulez la violence, vous l'aurez. C'était ça le message. Ils l'ont transmis. Ils l'ont transmis à 2, parce que je retrace un peu l'histoire de cette affaire-là. Ils ont transmis le message à 2 ou 3 personnalités. Et ils sont allés à la mairie de... Et là, vous cautionnez ça. Attendez, mais je vous retrace. Je ne dis pas si je cautionne ou pas. Parce que moi, je vous ai dit... C'est comme si on était dans une jungle où il n'y a pas de police, où il n'y a pas de sécurité. Oui, mais je retrace les faits. Après, je vais donner mon appréciation. Et quand ces gens sont allés à la mairie de Barthélemy, Barthélemy a vu des pick-up. Peut-être il pensait qu'il allait être agressé. Et c'est comme ça qu'il a eu des jets de pierre, il y a eu tout ce qui est arrivé. Voilà. Donc, c'est ça les faits. En vérité, si je devais moi prendre une décision, je ne l'aurais pas fait. La preuve, je vous dis que je n'étais pas informé. C'est quand il a eu les ailes que je suis allé voir informer le président Wade. Et lui, il avait déjà l'information avant moi. C'est ça, voilà. La vérité est que, aujourd'hui, en 2024, Barthélémy Dias ne doit en vouloir ou s'en prendre ni au PASTEF ni à l'APR. La cause de son malheur, c'est le PDS. Et lui qui a tiré. D'accord. Et qui a dit, j'ai tiré. Je pense qu'objectivement également, il faut reconnaître la responsabilité de tout un chacun. Il n'y avait pas de légitime défense, non. Non, tout ça, c'est de l'histoire. Si on parle de légitime défense, il n'y avait pas de légitime défense. D'accord. Parce que si moi je jette un caillou, vous sortez un couteau, ce n'est plus la légitime défense. C'est ça, on ne va pas refaire. Oui, mais c'est ça. Parce que si on parle de légitime défense, on utilise une arme égale à celle qui a utilisée par celui qui a attaqué. C'est ça la légitime défense. C'est ça, si c'est ça. On ne va pas rebobiner le film. Voilà, très bien. C'est ça. Mais si, en fait, on parle également de la mairie de Dakar. Oui. Si jamais ça venait à lui être enlevé, ce serait la pire des injustices, de la double peine. Ça, c'est inenvisageable, non? Je ne sais pas si c'est envisageable ou pas, je ne le souhaite pas.
Je ne le souhaite pas parce que moi, à mon fort intérieur, à mon intime conviction, je pense que ce pouvoir n'a pas besoin de créer des feux de tension, des tensions un peu partout. Un pouvoir a besoin de réussir des consensus forts autour de ces grandes décisions. On n'a pas besoin à tout moment de se tirer dessus. On n'a pas besoin de ça. Donc je ne le souhaite pas. Si ça devait arriver, comme dit je ne le souhaite pas, on constate, on apprécie et on prend les mesures idoines. Mais je rappelle tout simplement, je le disais tout à l'heure, que l'histoire sert à quelque chose. Ce n'est pas la première fois également qu'un maire a été radié pour diverses raisons. Je ne veux pas citer d'autres, même au niveau de la mairie de Dakar. Je ne parle même pas du cas de Khalifa Sall, mais bien avant Khalifa Sall, des maires ont été radiés à Dakar. Donc si ça doit arriver, si ça doit arriver, si ça arrive, et que ça respecte la loi, on constatera la loi a été respectée, mais qu'on a manqué d'élégance républicaine. Ah ouais. Voilà. Mais il faut éviter également d'en faire un martyr, parce que d'autres gens ont été radiés de la fonction publique et après... Ça, il appartient au pouvoir de faire cette bonne lecture. Ousmane Sonko est arrivé là où il est aujourd'hui parce qu'on en a fait un martyr. Donc c'est à eux de comprendre que l'histoire se répète. Il ne sert à rien de... Parce que vous savez, mon cher, quand le bon Dieu est avec vous, vous n'avez pas besoin de vous venger. Vous avez débuté, le pouvoir actuel, le président et son premier ministre et certains de leurs collaborateurs ont débuté le carême, le ramadan en prison. Ils ont fêté la Korité au palais. Ça devrait suffire. Ça me rappelle un entretien que j'ai eu avec le président Macky Sall au lendemain de sa prise de pouvoir. Il me dit, je n'en veux à personne. J'essaie, il me dit, vous-même, vous savez. Celui qui est à l'origine des difficultés que j'ai eues avec le président Abdoulaye Wade. Mais s'il ne l'avait pas fait, aujourd'hui, je ne serais pas au pouvoir. Je n'en veux à personne. Donc, quand le bon Dieu fait de vous son représentant sur terre, parce que le président de la République, c'est le représentant de Dieu sur terre. C'est lui qui doit veiller sur ce que le bon Dieu aime le plus au monde, c'est l'être humain. Vous devez veiller sur cette propriété du bon Dieu qui vous a donné le pouvoir et non passer tout votre temps à le combattre. Voilà, très bien. Vous avez parlé du président Macky Sall. Est-ce qu'il n'est pas temps, vraiment temps, qu'on le laisse en paix, se reposer là-bas, en ne soulevant pas l'épée de Damoclès, de l'abrogation de la loi d'amnistie, etc. Parce qu'au fond, la haute trahison, Macky Sall, on peut pas, on peut rien lui reprocher comme, en fait, en termes de haute trahison dans ce pays. Donc, ne vaut-il pas mieux qu'on le laisse en paix là où il se trouve? Pas Macky Sall seulement. Ouais. Quand on parle de la loi d'amnistie, mais n'eût été cette loi d'amnistie, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne le seraient pas. Ils ne seraient pas au pouvoir aujourd'hui. Ils en ont bénéficié. Et qu'est-ce qu'on gagne? Moi, je me pose la question. Qu'est-ce qu'on gagne disons, en supprimant, en enlevant cette loi d'amnistie et de dire, bon, on va faire des procès? Qu'est-ce qu'on gagne? Ceux qui sont au pouvoir le sont depuis 8 mois, bientôt 1 an. Ils auront perdu 1 an sans rien faire. On parle de la loi d'amnistie, on va à l'Assemblée nationale, voilà, on a fait ceci, on a fait cela, pour revenir. Et d'ailleurs, je me donne l'applicabilité de cette loi d'amnistie. Donc certains sont aujourd'hui députés, d'autres sont directeurs généraux, d'autres sont je ne sais rien. Nous allons perdre encore 1 ou 2 ans sur le vote d'une loi, des procédures judiciaires, des jugements, des appels. À quand est-ce que ce gouvernement va commencer à s'occuper des questions qui intéressent les Sénégalais? Bon, ma question, Macky Sall, il est intouchable là. Non? Intouchable ou pas, je n'en sais rien. Parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est intouchable, ça dépend de ce qu'on te reproche. Mais je ne souhaite pas qu'on tente de le faire parce que ça ne fera que déstabiliser ce pays-là. Vous savez, on ne peut pas être dans un pays où les finances sont rares. Les entreprises sénégalaises connaissent des difficultés. La dette intérieure n'est pas payée. Parlons pas de la dette extérieure. Nos relations avec nos partenaires au développement, ce n'est pas le parfait amour. Nos relations avec la France. Parce que quand tu parles de la France, tu parles des États-Unis,
tu parles de l'Israël, tu parles du Fonds monétaire international, tu parles de la Banque mondiale. Nos relations avec tous ces partenaires ne sont pas au beau fixe. Si en plus de cela maintenant, on veut nous, entre Sénégalais, nous mettre à nous tirer dessus, je pense que nous courons un cours, sans parler également de nos rapports avec nos pays voisins, qui ne sont pas également au beau fixe. Il ne faut pas se le cacher. Nous avons tout intérêt aujourd'hui à nous inspirer de l'expérience du président Abdou Diouf en 1981. Il est venu au pouvoir dans des conditions difficiles. Le choc pétrolier, la sécheresse, les difficultés au niveau des finances. L'État n'était pas en mesure de payer même les salaires. Il a pris des mesures hardies. Il a supprimé les visas de sortie. C'était un signal fort. Il a dit le multipartisme intégral avec sa fameuse phrase « Il a lancé un appel au consensus national. Des cadres comme des Iba Der Thiam, les Babacar Sy et autres sont venus le rejoindre. Il a réussi un consensus fort qui nous a permis de traverser des difficultés énormes, d'assainir les finances publiques par le vote d'un plan d'ajustement structurel. Ça a été difficile, mais les finances publiques ont été assainies. De sorte qu'au moment où il prenait le pouvoir, le président Wade a dit « J'ai pas de problème d'argent, les caisses sont remplies ». Il a demandé au Sénégal l'extérieur de venir l'aider dans la construction de ce pays et ça lui a permis de faire des pas de géant. Je pense que c'est ça que moi j'attends de ce gouvernement. Il faudrait qu'il comprenne que c'est dans la paix, dans la sérénité qu'on peut construire un pays, mais pas la chasse aux sorcières. Et beaucoup de gens qui poussent à aller dans cette direction le font pour des intérêts personnels. Mais ce n'est pas pour le pays, ce n'est pas pour le président, encore moins pour son premier ministre. D'accord. Tout à l'heure, le président Diouf et ceux qui sont en place, ce n'est pas le même parcours. Hein. Mais il faut qu'on apprenne à prendre de la hauteur. La question, c'est, vous avez lâché quelque chose tout à l'heure. Vous dites, en 8-9 mois, ils n'ont rien fait. Ça, c'est un jugement très sévère, ça. Non, ce n'est pas un jugement sévère. Je constate. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je le dis. Parce que moi, je fais tout ce qui est humainement possible pour que ce gouvernement-là réussisse. C'est dans l'intérêt du Sénégal. Donc, c'est dans mon intérêt à moi. Mais c'est également compte tenu des relations particulières que j'ai avec certains d'entre eux. Je souhaite qu'ils réussissent. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Le constat, il est là. S'il y a des choses qui ont été réalisées, comme on le dit, j'aurais applaudi. Malheureusement, rien n'a été fait. Mais ils vont vous en vouloir en disant ça. Mais je constate. Vous n'avez pas vu, c'est vrai. Vous n'avez pas vu le prix de l'arachide. Attendez, je ne suis pas très intelligent, je le reconnais. Les accords de pêche, attendez, tout je ça. Termine. Je ne suis pas très intelligent, je le reconnais. Je ne suis pas très informé, je le reconnais. Donc je parle en tenant compte de mon niveau d'information. À mon niveau d'information, je ne vois pas ce qui a été fait. C'est pas du nihilisme. Non, pas du tout. Je suis loin d'être un nihiliste, moi. Pas du tout. Je suis pas du tout. Je souhaite justement qu'ils réussissent. Mais je ne suis pas dans le nihilisme. Et eux, ils savent que je ne suis pas dans le nihilisme. D'accord. Pas du tout. Très bientôt, c'est ce qu'on a lu dans le dernier Conseil des ministres, il y aura la déclaration de politique générale. C'est quoi pour le Premier ministre? Ce sera une fenêtre, une occasion de montrer qu'il travaille ses dossiers, de se redécouvrir en quelque sorte. Alors, moi, je m'attends objectivement, et je le souhaite de tout cœur, que le Premier ministre apparaisse sous un jour nouveau. J'ai toujours dit que je comprenais sa démarche, pour ne pas dire que je l'approuvais, parce qu'il était dans une posture de campagne électorale. Même quand ils ont pris le pouvoir, ils préparent les élections législatives. J'ai compris et je l'ai toujours dit. Maintenant qu'il a le pouvoir, et comme me disait mon ami Karim Wade, celui qui a le pouvoir, il a tous les pouvoirs. Maintenant qu'il a tous les pouvoirs, il faut changer de veste et porter un costume de rassembleur, un costume d'un homme qui rassure et qui assure, par un discours, par son comportement, par la pratique de tous les jours, mais aussi et surtout par de grandes décisions. On ne gagne rien, absolument rien, en disant à nos partenaires, en disant au monde extérieur que notre pays est à genoux. On ne gagne rien. Au contraire, on ne gagne rien en menaçant au quotidien les Sénégalais.
comment on l'appelle encore, la réduction des comptes. C'est tout à fait normal. C'est même indispensable. Mais ce n'est pas un problème de gouvernement. Il y a les corps de contrôle de l'État qui font leur travail et vous les laissez faire leur travail. Quand ils auront fini, ils transmettent au président, au ministre de la Justice, au procureur. Ils feront leur travail. Je pense que c'est ça, cette posture qu'il faut avoir. Mais il faut des annonces fortes. Je prends l'exemple du chômage des jeunes. Je l'attends sur ce terrain-là. Et je le dis, je le répète, le Sénégal a aujourd'hui la possibilité d'éradiquer le chômage. Entièrement, totalement. En faisant quoi, vous allez me dire? Je me vois sourire. Mais éradiquer le chômage. J'ai bien dit éradiquer. Je l'ai écrit, je l'ai publié, je l'ai envoyé au président, je l'ai envoyé au Premier ministre. Pourquoi vous ne l'avez pas fait quand vous étiez... Justement, mais je vais vous dire comment... Ou bien vous n'étiez pas le chef de l'État. Non, non, ce n'est pas ça la raison. Parce qu'éradiquer le chômage demande des moyens importants. D'abord, c'est une vision, mais ça demande des moyens importants. Quand nous étions au pouvoir, nous n'avions pas 500 milliards provenant du pétrole tous les ans. Je ne parle pas du gaz, je parle uniquement du pétrole. Aujourd'hui, il s'agit d'injecter ces 500 milliards provenant du pétrole par an dans la lutte contre le chômage pour le régler définitivement. Comment? Il faut partir de l'artisanat. Vous voyez dans toutes les rues de Dakar, partout au Sénégal, vous voyez des ateliers de mécaniciens, de menuisiers, de cordonniers, de ceci ou de cela. Ces jeunes, après avoir été formés, ils font quoi? On les jette dans la rue. Ils n'ont pas où travailler. C'est pourquoi j'ai dit que l'État doit commencer par recenser tout ce qui est artisan au Sénégal. Ouais. Je ne veux pas vous couper, mais on ne peut pas refaire une campagne électorale. Non, on n'est pas... Attendez. Ces versions-là, on les a entendues... vous les avez entendues où? Bon, avec qui? Non, vous ne les avez pas entendues. Durant la dernière campagne. Je suis l'auteur... Non, vous ne les avez pas entendues. Hein? Je suis l'auteur et le seul auteur de ça. Vous ne les avez pas entendues. Si ce n'est pas de ma bouche, vous ne les avez pas entendues. Non. Attendez, j'ai dit... Je réponds à votre question. Bon, je ne veux pas vous couper, mais on ne veut pas entendre aussi des délires. Vous estimez que c'est des délires? Dire qu'on peut éradiquer le chômage des jeunes... Vous êtes libre de dire que c'est des délires. Hein? Vous êtes libre. Moi, c'est ma conviction, les Sénégalais vont apprécier. Vous estimez que c'est des délires. Ouais. Moi, je ne suis pas dans des délires, je suis dans la réalité, je suis dans le factuel. Je suis persuadé que si aujourd'hui, je recense tous les mécaniciens qui sont au Sénégal, je dis, vous avez fini de former des jeunes, je leur donne un lieu où ils travaillent, pour travailler, je leur donne du matériel pour travailler, je règle les questions du chômage. Et c'est valable dans tous les autres corps de métier. Si vous estimez que c'est du délire, si vous estimez que recenser les marchands ambulants qui sont dans les rues et leur donner les moyens de s'installer quelque part, si vous estimez que c'est du délire, mais je vous laisse la responsabilité. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais on a les moyens de le faire. Est-ce que vous savez Attendez. Il ne faut pas qu'on soit sur un plateau, également, je m'excuse du tout le terme, pour raconter n'importe quoi. Moi, ce que j'ai dit, c'est dans le domaine du réel. C'est dans le domaine du réel. Vous avez les chiffres là, du nombre de jeunes qui tapent ou qui frappent le marché de l'emploi tous les ans? Le chiffre, ça tourne autour de 300 000. C'est extravagant ça. Oui, mais j'ai les fonds pour le faire. J'ai les moyens de le faire. La technicité est là, les moyens financiers sont là, il reste la volonté politique. Et ça, il appartient au gouvernement de le faire. Donc, ce n'est pas des délires, c'est une réalité qui est là. Maintenant, vous savez, le problème de l'homme en général, nous avons souvent peur des changements. Nous voulons tous nous installer dans la routine. Non. Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons 14 régions au Sénégal. À Dakar, nous avons 19 communes. Je m'attends à ce que l'actuel gouvernement revienne sur le découpage territorial. La région de Dakar, en superficie, c'est la plus petite. Mais en densité sur le plan population, c'est la plus grande. Or, la région naturelle du Cap-Vert va du Cap Manuel à Mbidjem. Ouais. Vous connaissez Mbidjem? Oui, bien sûr. C'est dans les Gabert. Cette partie du département de la région de Thiès, du département de Thiès, fait partie de la région de Dakar. Il faut régler cette question-là. Il faut remettre la grande région de la Casamance. Il faut remettre la grande région de Sénégal oriental, que j'appelle le Boundou. La région de Louga n'existe pas. Ce découpage actuel, c'est le fait d'une politique politicienne. C'était Senghor. Il faut y revenir. C'était Senghor, ça. Bon, c'était Abdou Diouf en réalité. Ah, élu, nommé Premier ministre en 1970, il a voulu faire de Louga une région. On a découpé la région de Louga. Ensuite, petit à petit, chaque responsable a cherché à avoir sa région. Quand on découpait le département de Dakar en communes, j'étais là. Je me rappelle encore un grand leader qui disait « Faites tout
pour que Léna Fall Diagne et Liba Seck aient leur commune. Vous voyez que ça, c'était pas... Voilà, c'est sur des bases politiciennes. Très bien. Il faut revenir sur ça, c'est pas du délire, c'est la réalité. Non, c'est bien. En fait, moi, j'ai fait un constat. Oui. Vous êtes un excellent commentateur. Mais pour être un acteur, il y a encore du boulot. J'ai pas compris. Vous êtes un bon commentateur. Oui. Mais l'action, c'est différent du commentaire. Quand vous venez ici, vous me dites on peut éradiquer. Bon, là, c'est un vieux débat. Mais on peut continuer. Attends, non, c'est pas un vieux débat parce que. Non, en fait, c'est un débat sans fin, je veux dire. Non, c'est pas un débat sans fin. Ouais. Peut-être que c'est votre compréhension de l'action. On vous donne le ministère des Jeunes ou le ministère de l'Emploi. Hein? On n'a même pas besoin de me le donner. Voilà, j'ai dit, voilà comment il faut le faire. Ah, il faut que le gouvernement ait la volonté de le faire. Moi, j'ai toujours réussi toutes les missions qu'on m'a confiées dans ce pays-là. Toutes les missions qui m'ont été confiées, je les ai réussies. J'ai excellé dans ce travail-là. Mais ministre c'est pas de l'autosatisfaction. Mais ministre sans portefeuille, M. Ndiaye. Mais alors mais moi, je m'excuse de le dire comme ça. Je n'avais rien à envier à un Premier ministre. Et vous le savez très bien. Vous le savez, vous étiez au centre du système. Vous saviez que je n'avais rien à envier à un Premier ministre. Et il y a beaucoup de réalisations que vous voyez dans ce pays-là qui portent mon empreinte. Mais moi, je suis un homme qui cherche autant que possible à être un serviteur. Vous êtes mon patron. Je vous donne des informations. Je fais un travail que je vous donne des idées. Quand ça marche, c'est vous. Quand ça ne marche pas, je sers de fusible. Je l'accepte. J'ai toujours fonctionné comme ça avec le président de la République. Et j'ai réussi toutes les missions qu'il m'a confiées, tant au niveau national qu'au niveau international. Toutes les initiatives que j'ai prises moi-même, les initiatives que j'ai prises dans ce pays et en dehors du pays, de 2004 à nos jours, je parle devant des témoins, je les ai réussi. Je rends grâce à Dieu. Ce n'est pas pour me vanter, je rends grâce à Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que vous êtes un intrigant? Qu'est-ce que vous appelez un intrigant? Ouais, les missions occultes un peu. D'abord, avoir une mission occulte n'a rien à voir avec un intrigant. Si on parle français, ça n'a rien à voir. C'est différent. Totalement opposé même à la limite. Et il n'y a pas au monde un seul État, un seul système qui fait tout avec tout le monde et au grand jour. Je vous donne un exemple. Je vais trahir un secret. Quand le président Dadis Camara était au Maroc, il était là au Maroc, et il revendiquait toujours sa position de président de la République, alors qu'il fallait changer des affaires, des choses en Guinée. J'ai été mandaté par le président Wade pour aller le rencontrer. Après ça, j'ai été en Guinée préparer le terrain pour le président Wade qui est venu réconcilier les Guinéens. Ça, c'est de l'intrigue. Ça, c'est de la haute diplomatie. De la haute diplomatie. Et je pouvais en dire énormément de choses. Un jour, peut-être j'aurai l'occasion d'en parler parce que je suis en train d'écrire un livre. Je suis loin d'être un intrigant. Ouais, non, mais c'était une provocation, petite provocation. Oui, c'est ça. Bon, mal placé en tout cas. Oui, c'est ça. On continue avec l'actualité. On a vu la catégorisation faite à la presse. Il y a des médias qui sont reconnus, d'autres qui sont ni vus ni connus. Vous avez suivi la démarche du ministère de la Communication. Est-ce que la méthode vous agrée un peu si vous avez Elle est totalement opposée à celle que moi j'utilisais. Parce que, je vous le dis, je le répète, j'ai toujours eu des conflits avec certains ministres quand nous étions au pouvoir. Parce que moi, je prends des dispositions, et je les assume pleinement et entièrement. Aussi bien au niveau de la communication, au niveau du sport. J'ai toujours eu des difficultés avec les ministères qui les assumaient. Parce que moi, j'estime que la fonction que j'occupais, chargé du sport, de la communication et porte-parole de la présidente de la République, je devais être le représentant, je le dis comme ça, de tous les médias, de tout ce qui est presse au niveau de la présidente de la République. Je devais représenter également tout ce qui est sport au niveau de la présidente de la République. Donc pour moi, quand un organe est en difficulté, quand un groupe est en difficulté, il faut l'accompagner. Parce que pour moi, la presse est un élément essentiel de la démocratie. On ne peut pas imaginer une démocratie sans la presse. On ne peut pas imaginer une démocratie avec une presse bâillonnée, avec des journalistes catalogués. Mais la petite histoire
Babacar Fall de RFM. Je l'appelle monsieur le député. Il en rigole peut-être sans savoir pourquoi. Un jour, le président Wade m'a dit, mais ce garçon-là, qu'est-ce qu'il a contre moi? Je dis rien du tout, monsieur le président. Il habite la banlieue de Dakar. Il dort avec des coupures d'électricité. Le matin, il marche sur des inondations pour aller au boulot. Il est forcément mécontent. Et le président Wade m'a dit, celui-là doit être un député. Parce que c'est ça, un député. Il vit les réalités du peuple. Quelque temps après, on m'a dit, parce qu'en ce moment-là, Wade pensait qu'il soutenait Macky Sall. Après, on la présente comme étant un ennemi de Macky Sall. Aujourd'hui, on le présente comme étant un ennemi du pouvoir actuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un d'indépendant. Je pense qu'un pouvoir a besoin d'avoir en face de lui des journalistes indépendants, courageux qui lui disent la vérité, qui ne sont pas là pour plaire au patron. Ouais. Mais les médias aussi doivent respecter les règles. Oui, je suis d'accord. Ouais. C'est pourquoi j'ai dit que quand un média a des problèmes, on doit l'accompagner. Quand, par exemple, et il y a quelque chose qui me dérange, quand on me dit que le directeur de publication doit avoir 11 ans d'expérience, ouais. Quand on me dit que le rédacteur en chef doit avoir 7 ans d'expérience, où est la confiance qu'il faut placer à la jeunesse de notre pays? On peut prendre un jeune de 29 ans pour en faire un directeur général d'une société d'État. Azer, pour ne pas les nommer. Un jeune de 29 ans. Je salue l'initiative. Et on ne peut pas permettre à un jeune d'être directeur de publication, d'être rédacteur en chef. Pour cette raison-là, on vous enlève votre agrément. D'accord, ouais. Non, je ne suis pas d'accord. En parlant de jeunesse, je l'avais oublié un peu, il y a un jeune relativement président de l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'il a les épaules pour le perchoir? Non seulement je le pense, parce que moi je crois à la jeunesse de notre pays. Je crois fondamentalement. Non seulement je pense qu'il a les capacités de le faire, mais vous me donnez l'occasion de le féliciter, très sincèrement, à mon nom, au nom de mon frère Aly Ngouille Ndiaye, qui a beaucoup lutté pour que ce garçon soit élu, sans être du même parti que lui, mais également de tous les cadres du Jolof qui se sont battus pour que un fils du Jolof puisse accéder à ce niveau de responsabilité. Vous voyez que là, ce n'est plus une position partisane, c'est parce que nous sommes du même patelin, nous sommes des Jolof d'origine, donc je suis heureux de voir un fils, un neveu accéder à ce niveau de responsabilité-là. À défaut d'être président de la République, il est président de l'Assemblée nationale. Vraiment, j'applaudis de deux mains, je le félicite, je l'encourage et je souhaite qu'il réussisse sa mission. Ça, c'est à mon nom et au nom de tous les ressortissants du Jolof. D'accord, très bien. C'est un détail aussi, les vice-présidents à l'Assemblée. Il paraît que Tako Walou avait droit à un poste sur la base de la parité qu'ils n'ont pas respectée. Ils l'ont perdu. Est-ce que Tako Walou s'est tiré une balle dans le pied ou bien la majorité a abusé de sa force? Les deux. Les deux. Parce que moi, j'estime que chacun peut interpréter le règlement intérieur de l'Assemblée. Ce n'est pas ça le problème. Mais quand Tako Walou présente quelqu'un, qu'on lui dit non, c'est une femme. C'était l'occasion de faire la promotion des femmes. Surtout que dans Tako Walou, il y a des femmes de valeur. Je prends l'exemple de Thérèse Faye Diouf, qui a toujours gagné dans sa base. On aurait pu en faire un vice-président de l'Assemblée et lui permettre au moins dans le Fatick de continuer à se battre pour cette coalition. Ça n'a pas été fait. À mon avis, c'est eux, c'est leur cuisine interne. Mais moi, j'estime qu'à leur place, je ne l'aurais pas fait. Le pouvoir également a été boulimique. Ils auraient pu dire, écoutez, nous vous laissons le temps d'aller réfléchir et puis de trouver une solution. Mais de dire dans 5 minutes, vous nous proposez quelqu'un, je pense que de part et d'autre, ils n'ont pas joué le jeu. Mais tout ça, c'est la démocratie qui prend un sacré coup. Et ça revient à ce que je disais tantôt, nous, hommes politiques, il nous faut revoir notre manière d'agir. Très bien. Vous êtes un homme d'idées. Il semble que vous avez même une nouvelle idée là, en venant ce matin. Dans cette émission, vous nous avez parlé de pacte de je ne sais quoi, je vais vous laisser développer. Quelle est la dernière idée que vous avez? Vous savez, quand grâce à Dieu, vous avez l'opportunité d'être dans la vie politique depuis une quarantaine d'années, de fréquenter les plus grands hommes de ce pays, que ce soit Abdoulaye Wade, Amath Dansokho, Djibo Ka, Moustapha Niasse, Mamadou Diop,
qui a été mon mentor, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Le doyen Mamadou Seni Mbengue, qui a été un de mes formateurs, maire de Khombole, dont j'étais l'adjoint, et d'autres. Quand on a eu l'occasion de participer à beaucoup de combats, d'assister à énormément de choses. C'est pourquoi d'ailleurs, quand les gens parlent, par exemple, de droit de réunion, droit de manifestation, moi j'ai fait la prison pour ça, depuis les années 78. Donc quand on a cette chance, on arrive à à la fin de notre carrière politique, et peut-être même à la fin de notre vie, il faut le dire. On a souvent peur de parler de la mort, mais elle est là, à côté de nous. On ne peut pas avoir 60 ans et plus et penser encore à une vie. Ce n'est pas possible. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est de continuer. De toute façon, moi, ça a toujours été ma nature, de chercher à rassembler autant que possible, de chercher à réussir des consensus, de chercher à installer la paix et la stabilité dans ce pays. Et j'estime que ce gouvernement-là, qu'on soit d'accord ou non avec lui, c'est un gouvernement qui a été choisi par le peuple sénégalais, qui a élu un président avec 54%, 8 mois après, qui a confirmé ce vote en nous donnant 130 députés sur 165. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est réussir un consensus autour de ce gouvernement-là. Je n'entre pas dans les détails. Je suis avec des hommes et des femmes de ce pays-là. Nous travaillons d'arrache-pied vraiment pour réussir à faire un consensus où chacun jouera son rôle. L'opposition va jouer son rôle. Les syndicats vont jouer leur rôle, mais le pouvoir également va jouer son rôle, le tout dans la paix, dans le calme de la stabilité de ce pays-là. Si on ne le fait pas, nous irons vers des difficultés énormes et personne ne gagnera. Et les premiers perdants, c'est ceux qui sont au pouvoir. Les Wolofs vous disent borom tchakday moyto borom batu nen. C'est eux qui sont au pouvoir. Et vous parlez de pacte de stabilité. Oui. C'est ça le consensus? Non. Je vous ai dit, je ne peux pas entrer dans des détails. Mais l'objectif, c'est de se mettre d'accord au moins sur quelque chose et de faire un consensus dans ce pays. Les détails, je ne peux pas en parler encore une fois. Je suis avec des hommes et des femmes qui travaillent dans ce dossier-là. Le moment venu, nous allons communiquer et chacun verra ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que ce n'est pas une voie de contournement pour vous rapprocher un peu de ceux qui sont... Vous voyez le mal partout. Non, je ne vois pas le mal partout parce que... Qu'est-ce que je gagne, moi, en me rapprochant du... J'y vois malice. Écoutez, moi, je vous ai dit tout à l'heure, parce que vous comprenez ce que vous voulez comprendre. Je vous ai dit, moi, je suis à la fin de ma carrière politique. Je suis même à la fin de ma vie. Non, de la carrière. Oui, non, de ma vie. Il faut dire les choses. Mes enfants jouent aujourd'hui les premiers rôles dans ce pays-là. Qu'est-ce que je cherche, moi? Rien du tout. Sinon, à laisser des empreintes qui feront la fierté de mes enfants, qui feront la fierté de ma famille, qui feront la fierté du Sénégal tout entier. Et en le faisant, je ne crée rien de nouveau. Je marche sur les pas de mes devanciers. Je prends l'exemple d'Amad Dansokho, avec qui j'avais les meilleures relations possibles. En 1989, quand il y a eu une crise entre le Sénégal et la Mauritanie, le pays a franchi un pas en disant, malgré les divergences que nous avons avec le président Abdou Diouf, nous venons le soutenir parce que c'est l'intérêt du Sénégal. Vous pensez que ça ne mérite pas un consensus? Vous pensez que la Casamance ne mérite pas un consensus? Vous pensez que la question du chômage ne mérite pas un consensus? Vous pensez que les difficultés que nous avons aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, avec l'ancien pouvoir colonisateur, ne mérite pas un consensus? Le souverainisme dont vous parlez tout à l'heure, vous pensez que ça ne mérite pas un consensus? Vous pensez que la question des nationalités au Sénégal, qui est pour moi fondamentale, parce qu'il est inadmissible qu'un Africain né dont les parents ou les arrière-grands-parents sont guinéens, maliens ou mauritaniens, dont les parents sont nés au Sénégal, ne puissent pas bénéficier de l'ensemble sénégalais, ça mérite un consensus. Justement. Vous pensez que le découpage du territoire ne mérite pas un consensus? Moi, ce sont ces questions-là. Je veux être un homme d'État et non un homme de détail. Un homme d'État pense à l'avenir de son pays, au grand dossier de ce pays et non à des positionnements personnels. Justement, en parlant de nationalité ou de nationalisme, un mouvement nationaliste est né dans ce pays et qui a même obtenu un député. Qu'est-ce que vous en dites? Mais apparemment, non seulement vous ne m'écoutez pas, mais vous ne me lisez pas. C'est vrai. Non, écoutez, non, je vous dis, ce que je viens de dire, je viens de vous dire que pour moi, quelqu'un qu'on appelle Sénégalais d'origine guinéenne, dont le père, la mère ou même les grands-pères est né au Sénégal, au nom de quoi on lui refuse la nationalité sénégalaise? Alors que vous, aujourd'hui, vous allez en France, votre épouse accouche en France,
Vous dites oui, il a droit à la nation française au nom du droit de sol. Vous allez aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Mais vous allez à Thiès aujourd'hui, il y a un quartier qu'on appelle Mbambar. Ce quartier a été fondé depuis les années 37 par des compatriotes venus du Niger, venus du Mali, parce qu'ils travaillaient au niveau du chemin de fer. Parce qu'ils ont un nom qui s'appelle Camara avec K, qui s'appelle Ba avec un H, ils n'ont pas droit à la nation sénégalaise. Donc quelqu'un qui défend ces points de vue-là, qui ne date pas d'aujourd'hui, qu'on ne vienne pas me parler de nationalisme. Non, nous sommes africains. La question que j'ai posée. J'ai compris votre question. Il y a un mouvement nationaliste qui est né au Sénégal et qui a même obtenu un député. J'ai compris votre question. Je vous ai dit, avant la naissance de ce mouvement-là, moi je défendais cette position-là. Ça veut dire que je suis totalement opposé, farouchement opposé à cette idée de nationalisme qui en vérité ne repose sur rien du tout. C'est comme, je pense que ceux qui défendent ces idées-là, s'ils étaient en France, ils auraient voté pour Le Pen. S'ils étaient en France, ils auraient voté pour Trump. Parce que c'est les mêmes idées qui sont développées à ce niveau-là. Donc vous comparez le mouvement nationaliste sénégalais au Rassemblement national de France. Absolument. Tout à fait. C'est la même chose. Tout à fait. D'autant plus que, mon cher ami, dans ce pays-là, moi je suis pour, et je travaille à ça également, pour qu'on ait un parlement et un gouvernement sous-régional, composé du Sénégal, de la Gambie, du Mali, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et du Sénégal. 6. Imaginez ce que nous avons dans ces pays. D'abord, nous sommes unis par la géographie. L'eau que nous consommons vient de la Guinée. L'eau que nous consommons ici vient de la Guinée. Donc, pourquoi on veut refouler ces gens-là? Alors, imaginez ce que nous avons comme ressources. L'eau, l'agriculture, l'élevage, le pétrole, le gaz, diamant, or, bauxite, dans ces pays-là réunis, cette région serait l'Eldorado. Nos jeunes n'auraient plus besoin d'aller en France ou aux États-Unis. Au lieu de construire cet ensemble-là, nous ne sommes pas à l'aide de Kwame Nkrumah, qui voulait qu'on ait les États-Unis d'Afrique. Cheikh Anta Diop a lutté pour ça. Abdoulaye Wade a lutté pour ça. D'autres ont lutté pour les États-Unis d'Afrique. Mohamed El-Kadhafi, Thomas Sankara, ils ont lutté pour les États-Unis d'Afrique. On ne peut pas aujourd'hui arriver à ces États d'Afrique. Mais posons des jalons pour avoir cet État sous-régional en lieu et place où on parle de nationalisme. C'est lamentable. D'accord. On est presque à la fin. Dernièrement, bon, je ne peux pas vous lire tout le temps, parce que vous êtes un peu nombreux dans les médias aussi. Oui. Un peu trop présent. C'est une autre provocation. Vous avez fait une lettre, un courrier au ministre de l'Intérieur, dernièrement, pour lui rappeler l'urgence de remettre de la sécurité et de la discipline dans le pays. Absolument. En disant même que l'armée doit intervenir comme si on était dans le cadre d'une loi martiale. Moi, je crois que cette lettre... Bon, il y a un peu de prétention dans cette lettre. Parce que vous n'êtes pas militaire, vous n'êtes pas soldat, vous voulez apprendre aux soldats leur métier. C'est ce que j'ai compris à travers cette lettre. Mais je pense que le véritable nihiliste, c'est vous. Oui. C'est vrai. Ah bon? Oui, c'est vrai. Je le constate. Hein. Moi, ce que je dis, je l'ai dit depuis Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur. Je l'ai dit à Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur. Vous savez, les textes sont faits pour régler des problèmes. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Nous avons des forces de défense et de sécurité qui sont braves, qui font extrêmement bien leur travail. Mais le nombre est insuffisant. Il faut trouver une solution en attendant de pouvoir recruter autant de policiers et de gendarmes dont on a besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire en lieu et place? Moi, j'ai estimé qu'il faut permettre à l'armée d'intervenir dans la sécurisation du pays. Pas le maintien d'ordre, il ne faut pas faire de confusion. L'armée ne fait pas de maintien d'ordre, mais l'armée peut aider à la sécurisation du pays. Vous pensez que si, par exemple, on disait au camp militaire de Barnier ou de Thiaroye, à partir de 18h, vous faites des patrouilles sur toute la banlieue de Dakar, que les malfaiteurs ne seraient pas découragés? Et ça permettrait à la police et à la gendarmerie, en surnombre maintenant, d'occuper le reste du territoire de la région de Dakar. C'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, ce qui me gêne, c'est vous faites comme vous apprenez leur travail aux experts, aux hommes de l'art. Et moi, je pense que ça... cette lettre-là, ça me gêne fondamentalement. Mais est-ce qu'on vous a répondu, d'ailleurs? Mais vous êtes libre d'être gêné. Oui.
Non, c'est complexe, les problèmes de sécurité. Non, quand on les n'est problèmes pas... de sécurité, comme les autres, c'est Ouais, comme c'est tous ça, les autres problèmes. Mais vous voulez vous mêler de tout, c'est ça le problème. C'est exactement ce que je fais. Je me mêle de tout. À chaque fois que je constate que j'ai une idée à développer par rapport à telle ou telle question, je le fais. Je suis un Sénégalais. Je suis un patriote. J'ai le droit de dire ce que je pense. Et je le dis en utilisant les termes qu'il faut, en m'adressant à qui de droit. À lui d'apprécier. On vous a répondu, quand j'ai parlé, le ministre de l'Intérieur m'a reçu. Et je le remercie au passage. Quand pendant la campagne électorale, et avant même la campagne, j'ai dit qu'il fallait faire un dispositif autour des délégations nationales. Ensuite, j'ai dit il faudrait que chaque liste, surtout au niveau de Dakar, donne, comment dirais-je encore, là où il doit passer. Oui, c'est ça, les itinéraires. Ouais, l'itinéraire, voilà, exactement, les itinéraires. Mais j'ai discuté avec le préfet de Dakar, avec le gouverneur de Dakar, avec le ministre de l'Intérieur, qui ont bien compris de quoi je parlais. Ouais. Ils avaient certainement l'idée, ils ont bien compris, on en a discuté, ils l'ont fait. Moi, je pense que dans un pays, chacun doit dire ce qu'il pense. L'important, c'est d'utiliser la bonne manière et la méthode pour le faire. Merci beaucoup, M. Serigne Mbacké Ndiaye. On vous félicite pour votre engagement, parce que c'est bien commode de rester à la maison et de dire on regarde le pays avancer sans rien faire. Et en plus, vous êtes une voix forte, on vous en félicite. C'est moi qui vous remercie et qui vous encourage. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Le contexte et l'environnement ne permettent pas à la presse de s'épanouir comme il se doit. Mais je vous dis toujours, tenez bon, tenez bon. Le président Abdou Diouf avait l'habitude de dire que c'est le difficile qui est le chemin. Je pense que nous allons tous nous tirer d'affaire et la presse Bakoune a joué son rôle très important dans ce pays-là. Merci beaucoup. Et puis on peut ajouter que quand le prophète Noé avait commencé à construire son bateau, il ne pleuvait pas encore. Ça veut dire que les aléas et la complexité sont toujours devant. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. Hein. Merci beaucoup. Merci à tous nos auditeurs et téléspectateurs et bon dimanche.